être ce qui nous attend donc dans l'après-Yirgou. Donc, c'est, à mon avis, ces questions que je vois. Comment Yirgou préfigure des questions difficiles à aborder, mais qu'il faut aborder avec beaucoup d'audace. Qu'il ne faut pas contourner, qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas remettre à demain. Voilà. Quand on voit l'approche peut-être étatique donc, de l'affaire de Yirgou, on peut se dire, bon, voilà, il manque encore beaucoup d'audace. Il manque encore beaucoup de... Non, on peut même dire clairement, c'est absolument scandaleux ce qui est arrivé. Que ce soit 5 jours après, sous la pression des réseaux sociaux et ainsi de suite, que le chef d'État se déplace, c'est extrêmement grave. Il faut dire les choses, je pense, crûment comme cela. Donc ça nous fait un peu... Enfin, ça nous fait un peu quand même peur, peut-être disons le mot comme ça. Parce que l'attitude, ou la stratégie, ou encore l'approche donc de Yirgou, tout comme même la réponse au niveau donc... de la société civile, la réponse au niveau donc des structures humanitaires comme la Croix-Rouge, toutes ces réponses, on voit un peu la cadence, on voit la coloration, on voit les fils de la région qui donnent... On reviendra sur ces réponses donc, dans le dernier acte. Donc tout cela peut construire ce que j'appelle le besoin de retisser un lien social brisé, martyrisé, brutalisé, je ne sais pas, mais... qui manquerait peut-être donc d'éléments pour justement une approche. Vous aurez la parole une dernière fois avant qu'on la remette au public. Le professeur Kiboura va parler, mais je profite distiller des références. Ce que vous avez raconté sur ces repentis qui reviennent, qui s'arrêtent à la mosquée, m'a fait penser au roman de Ousmane Diarra. Lucien, qui s'appelle comment? Le roman qu'on a montré? La route des clameurs, l'excellent roman de Ousmane Diarra que je vous invite à lire, qu'on a présenté dans notre cycle Praxis. J'en dirai un peu plus à la fin de la soirée. Il y a plusieurs semaines en arrière à la Villa Irissouma, qui campe vraiment un décor romanesque, mais en tout cas qui correspond fort dangereusement à la réalité qui se joue au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Professeur, je vous redonne la parole. Qu'est-ce que ce drame préfigure? Si vous avez autre chose à ajouter sur comment on peut davantage le comprendre. D'accord, je crois que je vais rebondir plutôt sur la problématique des Koroluego, parce que ça préfigure du moins la gestion que l'on pourra faire à l'avenir donc de ces groupes d'autodéfense et qui peuvent dépasser les lignes rouges que vous avez signalées dans le reportage, dans le film qui a été réalisé sur Koroluego Lang. Alors, c'est vrai que le terrorisme c'est une réalité, mais c'est avec laquelle on est obligé de composer. Mais il n'y a que ces groupes d'autodéfense, les Koroluego notamment, qui sont dans les villages et qui sont dans nos campagnes, qui ont du moins c'est des appréciations assez mitigées de la part des populations. J'ai regardé un sondage il y a 2 jours où il y a des populations qui étaient absolument favorables et ceux qui étaient contre, ils étaient 10%. Je ne sais pas quels étaient les critères qui ont été utilisés par les enquêteurs, mais lorsqu'on discute comme ça, effectivement, on sent dans la population il y a des attitudes assez ambivalentes en termes d'appréciation donc de ces groupes d'autodéfense. Or, il se trouve que dans ces sites-là, les Koroluego ont une responsabilité assez bien marqué. Et la gestion, vous l'avez dit tout à l'heure, la gestion timide donc des pouvoirs publics vis-à-vis de ces groupes d'autodéfense peut entraîner donc des situations dommageables. Les lignes rouges, on va les dépasser à 1000 km à l'heure. Je prends l'exemple dans la zone de Barsalogo, lorsqu'on a mené les enquêtes, on a tombé sur un cas spécifique, ça a été raconté par les populations, où il y a un jeune berger Paul qui a perdu du bétail. Il a été arrêté par la police, il y a eu une plainte, on l'a arrêté par la police, et la police n'a pas pu prouver qu'il a vendu le bétail. Son innocence a été plutôt... il a été blanchi et puis on l'a libéré. Les plaignants sont allés voir les Koroluego. Voilà là où la justice moderne n'a pas marché. On va voir les Koroluego qui l'ont attrapé, qui l'ont obligé toute sa famille à venir répondre. Ils ont été torturés, on a exigé des paiements, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, et puis quelques jours après, le jeune homme s'est pendu sur des arbres épineux quelque part dans le village. Alors donc vous voyez, ça c'était des faits divers dramatiques qui montrent un peu une sorte donc de possession de pouvoir judiciaire, du pouvoir sécuritaire par des groupes d'autodéfense qui s'auto-érigent donc en représentant donc de l'État sur place. Donc si cela n'est pas géré correctement, les dérives qui ont commencé vont se multiplier à un rythme assez
élevé. Alors, pour ce qui est donc du vivre ensemble, vous avez des communautés, c'est vrai que l'organisation sociale, les pratiques religieuses et du moins le système de parenté peut amener des gens à être différents, mais cela n'entraîne pas forcément des conflits violents, quoique le conflit n'est pas toujours négatif donc dans l'évolution dialectique de la société. Mais ce qu'il y a des éléments comme ça qui peuvent entraîner le drame tel que on l'a montré. Je crois que ce n'est pas mettre l'accent sur le terrorisme, ce n'est pas du moins c'est pas un fait à nier, mais le fait fondamental, c'est qu'à l'interne même il y a des problèmes, et que lorsque les problèmes à l'interne ne sont pas bien traités, il suffit qu'il y ait un élément extérieur qui puisse intervenir pour que l'injection, du moins, puisse entraîner un enflammement, un embrasement beaucoup plus important. Pour ce qui est de l'histoire de la mise en place des populations, l'histoire du peuplement, comme on le dit, lorsque ces populations qui, Jacob disait tantôt, ne peuvent pas comprendre comment est-ce que les gens qui sont venus, on leur a donné du moins on les a bien accueillis après une dégénérescence. Je crois que dans la vie communautaire, il y a toujours des contradictions. Et c'est au gré des contradictions qu'on refonde les accords et on refonde encore les normes sociales et puis on essaie donc d'évoluer ensemble. Lorsque vous interrogez l'histoire de la mise en place des populations au Burkina, vous verrez que dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de groupes socioculturels, l'étranger, c'est lui qui devient le chef. Et l'être déjà là s'occupe donc de la gestion donc du germain terrestre. Lorsqu'on parle de maître de la terre, c'est celui qui est sorti, descendu du ciel ou qui est sorti donc d'une grotte. Et donc l'étranger qui arrive d'ailleurs, on lui confie la chefferie. Donc comment est-ce que vous pouvez expliquer une telle logique? Ça veut dire que quelque part, les questions de pouvoir ne sont pas forcément vues de la même façon. Mais lorsque cette emprise du pouvoir telle que elle est exercée dans le cadre moderne, elle peut avoir des conséquences sur les transformations sociales du milieu culturel d'origine. Et c'est ce qui fait que souvent les gens ont des déviations et lorsque ces déviations ne sont pas contrôlées, le professeur Ouedraogo a parlé donc de neutralité de l'intervention de l'État. C'est vrai que l'État a le droit donc de réguler, mais il y a que dans le cadre de l'augmentation des préjugés, des stéréotypes, il y a lieu qu'il y ait des interventions individuelles, collective et aussi de la part de l'État. Lorsque quelqu'un discute en privé et qu'il se laisse dire des choses et que sans pouvoir corriger, sans pouvoir amener la personne à convaincre la personne à ne pas être sur des attitudes de ce genre, je crois qu'on laisse la porte ouverte donc à la dérive. Et comme je l'ai dit au début de mon intervention, les petites phrases, du moins les petites attitudes qui sont, semble-t-il, tolérées parce que venant de personnes qui ont dû poser des actes positifs, je crois que c'est la considération que l'on a vis-à-vis des Congolais. Cela peut être dommage. Moi, j'ai vu des images lorsque le chef de l'État atterrissait pour visiter Yirgou, voir un peu les blessés, où les gens se réfugiaient dans leur chambre. J'ai vu le reportage de Omega. Il y a des Congolais qui pavanaient, c'est le mot, ils pavanaient avec leurs armes et au vu au-dessus de tous, quoi. Et puis le chef de la sécurité essayait de les interpeller pour leur dire, bon, pour le moment, il faudrait vous arranger. Mais je crois que lorsqu'on est dans une république, il y a lieu que l'État puisse montrer un peu, du moins, de la vigueur en termes donc d'autorité concernant ces problématiques-là, avant de trouver une solution plus adaptée pour la contribution éventuellement des acteurs communautaires à assurer la sécurité donc des populations. Je crois que ce sont ces questions-là qui sont... Voilà. C'est vrai que s'il y a des hiatus, ça peut rebondir sur le vivre ensemble. On a discuté des questions de programme, on a vu comment ça rebondit plusieurs fois, et puis aujourd'hui, souvent on est très sévère lorsqu'on apprécie un peu la constitution d'Israël et puis les réactions que les Juifs ont vis-à-vis donc des autres mondes. Mais si on repasse visiter ces passés-là, on voit comment est-ce que ces cristallisations ont entraîné donc une réorganisation qui peut être dommageable donc pour le vivre ensemble. Et je crois que ce sont sur ces points-là qu'il faut mettre le doigt pour qu'on ne puisse pas atteindre donc des situations de dégénérescence sociale et qui peuvent entraîner des ruptures de façon saccadée sur le lien social en matière donc de vivre ensemble. Parce que je dis souvent, la question du vivre ensemble, ce n'est pas acquis pour toujours. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut entretenir. Et lorsqu'on parle d'entretenir, il y a les faits
Et il y a des mécanismes traditionnels. Lorsqu'on résout les problèmes, on le fait souvent. Il a été démontré que l'intervention de l'administration et des ONG de développement qualifie souvent les conflits au-delà de ce qu'ils sont en réalité. On dit c'est un conflit agriculteur-éleveur, c'est un conflit ethnique, mais il faut, pour comprendre le conflit, il faut l'analyser de façon très profonde par des données, des éléments socio-anthropologiques, et on comprendra que souvent il y a des choses qui ne sont pas cela. Il y a eu deux communautés qui se sont affrontées au Ghana une fois autour d'un coq qui est rentré dans la case d'un autre. Et il y a eu des massacres terribles. Mais lorsqu'on fait ces interprétations, c'est des interprétations superficielles. Il y avait des choses surannées qui avaient été tues parce que ça a été corrigé de façon superficielle. Lorsqu'on corrige des problèmes de façon superficielle, derrière les poignées de main, derrière les sourires factices, il y a des ressentiments très importants qui peuvent ressurgir d'un moment à l'autre. Et donc, on n'a pas compris le conflit, on ne l'a pas résolu, on n'a fait que le déplacer. Et c'est ce qui manque souvent. Et je crois que c'est pour Yirgou, pour circonscrire, il y a lieu donc d'approfondir la réflexion et puis la recherche pour maîtriser tous ces mécanismes-là sur lesquels on pourrait actionner pour améliorer la situation. Merci beaucoup. Je retiens un premier élément de que faire. Vous dites approfondir la recherche, on reviendra dessus. Professeur Ouedraogo, un dernier mot sur cette partie avant qu'on passe au que faire. De quoi Yirgou pourrait-il être l'antécédent? Bon, évidemment, je parlais de la responsabilité de l'État. Bon, pas de solution en dehors évidemment des aspects classiques de recherche et tout. Il est clair qu'aujourd'hui, si nous ne renforçons pas l'État, c'est-à-dire les déconsidérations, les tentatives d'affaiblissement actif de l'État impersonnel, et comme Dr Sabarga l'a dit, je pense qu'on est plus proche d'un chaos régressif plutôt que progressif. Et tous ceux qui pensent que parce que l'État est faible, ils ont l'occasion de... Ça ne sera pas quelque chose de progressif, à mon avis. Donc je pense qu'en ce qui concerne nos pays, nos États ont encore un rôle à jouer. Regardez ce dont on a besoin, par exemple, pour déconstruire les préjugés en termes d'éducation des enfants. Évidemment, ceux qui font l'école, c'est plus facile. On n'est même pas à un taux de... Enfin, on n'a pas couvert la moitié du potentiel en matière d'éducation, en matière d'alphabétisation, tout simplement. Et tout ça, c'est du travail à faire au niveau de nos États. Donc, ce n'est pas en trop les déconsidérations excessivement ou en les affaiblissant de façon active qu'on va faire face aux grands défis qui arrivent. Et l'autre élément de réflexion, c'est comment appréhender un élément qui est venu compliquer et qui va compliquer les conflits interethniques, intervillageois, pardon. Parce que j'imagine, il y a eu un conflit Begedo-Niaogo. C'est-à-dire, dans le contexte aujourd'hui, ça va être des Congolais qui vont s'affronter comme des armées représentant les différents villages. Donc, ça vient compliquer la gestion de ce genre de conflits. Donc, l'appréhension qu'on se perd, le phénomène que les Congolais tentent, ou qu'on tente de faire appréhender par les Congolais, c'est des nuisances. Moi, je me suis dans le cas c'est une gestion de nuisance. Et une nuisance, le vol est une nuisance parmi tant d'autres. La première, de toute façon, c'est qu'eux aussi débordent sur autre chose. Et le vol qui peut être une nuisance, entre guillemets, première pour l'individu X, n'est pas forcément une préoccupation première pour l'individu Y. On sait que traditionnellement, dans certaines de nos sociétés, le vol, il y avait un vol culturel, je dirais, entre guillemets, où il fallait voler pour montrer qu'on est courageux. Ce n'est pas des vols de mobilette comme on le voit aujourd'hui, c'est des vols symboliques. Donc, l'approche vol dans ce genre de culture est différente de l'approche vol dans d'autres cultures. Il s'agit de gérer une nuisance. Comment nous apprenons la gestion? Parce que c'est ça, c'est comment, parce que l'humanité a toujours connu dès que les gens s'organisent en agglomération d'un certain nombre, il y a toujours des personnes, des impairs. Comment on gère ces nuisances? Et ça, c'est un élément de notre humanisation. Si on se met dans la barbarie, évidemment, ça va influencer notre vivre ensemble collectif. Bon, concernant l'étude, effectivement, j'avais suivi l'étude, j'étais à la restitution de l'étude de Achat, où ils trouvaient des pourcentages de 90% des gens favorables au Congolais. Bon,
je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Évidemment, j'ai eu mes réserves, mais je ne suis pas spécialiste des échantillonnages. Il m'avait semblé que l'échantillonnage n'était peut-être pas, n'était peut-être pas approprié. L'échantillon ne paraissait pas aléatoire. Et moi, ce qui m'a un peu déçu, c'est le fait qu'ils aient fait ça comme si rien n'a été dit sur les corridors auparavant. Parce que quand on fait le point de ce qui a été dit, il y a des centaines d'articles sur les corridors, on peut faire le point. Il y a même des mémoires de fin d'études pour d'un policier que j'ai suivi. Donc, il fallait quand même faire ce point et voir qu'est-ce qu'on peut ajouter, quelle est sa contribution spécifique. Merci beaucoup. Je voudrais dire un mot d'économiste pour comprendre, pour faire la prospective. En sciences économiques, pour des chercheurs comme moi qui sont intéressés par la question de la banque, nous faisons des fois un exercice qu'on appelle le stress test. Il y a un livre en bas ici qui s'appelle Stress Testing the Banking System. C'est un livre qui explique comment on fait. En gros, qu'est-ce que c'est? On essaie de voir une banque ou un système bancaire et on dit qu'est-ce qui peut arriver de grave à ce système bancaire, qui est pas très probable, mais quand ça arrive, c'est tellement grave qu'il faut l'envisager et essayer de voir si on peut se préparer contre. Et nous, Afrique, on transfère ça dans nos systèmes sociopolitiques pour faire du stress test sociopolitique. Donc, quand on fait du stress test sociopolitique avec Yirgou, j'ai envie de dire ceci. Je me souviens d'un documentaire dans lequel on voit le grand homme, François-Xavier Verschave, sur le 20h de France 2, indiquant qu'un génocide est en préparation au Rwanda, plusieurs mois avant. Et il a pleuré sur le plateau en disant, il faut faire quelque chose. Il a dit à la présentatrice, vous pouvez faire quelque chose. Le monde n'a rien fait. Et en un trimestre, on a assassiné 800 000 personnes à la machette. Imaginez ce que ça veut dire comme personnel génocidaire, que d'assassiner 800 000 personnes en 3 mois seulement. Je me souviens d'un film d'un sociologue belge qui s'appelle Poudrière identitaire, 1999. À la fin, il dit, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et on a vu ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Stress test sociopolitique. Moi, j'espère qu'on ne dira pas, Yirgou a dit quelque chose, on n'a pas entendu. C'est pour cela que la table ronde va finir autour d'une double question. Comment faire pour que les réactions, tous azimuts, soient des réactions cohérentes? En d'autres termes, qu'on ne se marche pas sur les pieds, mais que chacun joue sa partition dans une articulation intelligente pour qu'on ait de l'intelligence collective. Donc la cohérence d'ensemble de nos réactions, premièrement. Deuxièmement, comment faire en sorte d'avoir la consistance de nos réactions. En d'autres termes, que 3 semaines après, on en a fini. Et en attendant qu'un autre drame nous réveille. La double question de la cohérence et de la consistance temporelle. Je donne tour à tour la parole à mes collègues en nous suggérant d'être bref, je suis celui qui a le plus gros défaut en la matière, mais j'ai le bonheur d'avoir l'arme pour couper. Je ne suis pas démocrate, donc je vous donne, cher ami, 3 minutes, peut-être 2 même, pour clôturer cela, en sachant très bien que la discussion va revenir à nous pour que nous puissions délibérer toujours. Merci. Je pense que ce qui est arrivé à Yirgou est suffisamment grave. Pour qu'on ne fasse pas quelque chose de consistant et quelque chose de cohérent. Mais il y a un piège. Le piège, c'est l'émotion dans laquelle on peut être pris. Et ça peut être un handicap donc à l'action collective. Et pour sortir donc de ce piège, je pense que la table ronde est une construction peut-être assez importante. Mais en plus donc de cette table ronde, des actions possibles peuvent être envisagées. Je pense que ce que la société civile a fait à Ouagadougou, à Dori et à Bobo Dioulasso est à saluer, est à encourager. Et maintenant, il faut, à mon avis, réorganiser tout cela avec les différents acteurs. Quand je prends donc les acteurs au niveau étatique et quand j'analyse leur posture actuelle vis-à-vis donc de Yirgou, je me rends compte que non, c'est une posture pas assez franche pour le moment
pas assez structuré et peut-être qu'il, excusez-moi l'expression, peut-être qu'il s'amuse avec peut-être nous en tant qu'observateurs et en tant que... Ouais, parce que je vois qu'ils sont dans le communicatif et ils ne vont pas dans la profondeur donc des faits. Voilà. C'est, on a donné tant de temps de vivre, on a donné tant de nattes, on a donné tant de quoi, voilà. Et je pense qu'on est en train donc de mettre du vernis sur un fait social assez grave. Et si on continue à mettre du vernis, puisque les gens ont faim et ont froid, et qu'ils vont accepter ce vernis pour se couvrir, on n'aura rien résolu. Donc, c'est de faire en sorte que, on n'est pas loin de lui, mais que le président Roch manque de sommeil tant que l'affaire donc de Yirgou ne soit pas résolue. Voilà. Qu'il manque de sommeil. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qu'il soit très préoccupé jusqu'à manquer de sommeil. C'est-à-dire qu'il n'ait même plus le temps pour penser à la campagne de 2020. C'est-à-dire que ça soit sa préoccupation. Vous êtes très ambitieux, hein? Comment? Vous êtes très ambitieux. Bon, mais la façon, en fait, l'idée c'est de dire, tout à fait. Yirgou, on ne doit pas avoir... Enfin, et là, je lance peut-être ici le concept de Yirgou, et non pas Yirgou en tant que village, en tant qu'entité, en tant que communauté, mais qu'on n'ait pas affaire à Yirgou 2. Voilà. Et qu'à partir de Yirgou 1, que ça soit tout. C'est-à-dire, si on rate, et c'est mon avis, comme on a raté la transition, ce qu'on espérait, c'est-à-dire, si on rate encore ce village pour les traitements donc, de ce type de conflit, et sur lesquels on peut avoir de l'intelligence, de la connaissance pour aviser, si on rate encore donc ce tournant, on aura raté donc encore un tournant par rapport à ce phénomène donc conflictuel. La question donc des Kologoro doit pouvoir être réglée à partir de Yirgou 1. Et ça c'est moi. On doit pouvoir régler la question des Kologoro à partir de Yirgou 1. Il n'y aura pas Yirgou 2. Merci. Merci. Comment? Jacob, on va revenir à la salle tout à l'heure. Vous êtes contre? Jacob, on va revenir à la salle tout à l'heure. Ah, d'accord. On passe la parole. Oui. Deuxième élément, je pense que la question de la justice, voilà une situation qui donne, pour une dernière fois, j'ose le dire comme ça, à l'État burkinabé de faire un travail de justice jusqu'au bout. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si Yirgou 1 vous donne l'occasion. Allez-y, Jacob. Non, je l'ai conceptualisé. En fait, ce n'est plus le village. Ce n'est plus le... Mais je le prends comme un objet. Donc en fait, Yirgou devient maintenant une opportunité donc d'affirmer et de restaurer ce qu'on pourrait appeler une justice, voilà, dans un état de droit, et également de retisser les liens entre toutes les communautés pour le vivre ensemble. Merci beaucoup, Jacob. On va revenir à la discussion tout à l'heure. Professeur, peut-être quand vous dites de régler la question des corps-légaux, disons la question des groupes d'autodéfense. Okay. Parce qu'il y a d'autres formes de groupes d'autodéfense. Oui. C'est juste pour préciser. Oui, professeur. C'est vrai qu'il faut plutôt parler de régler la question des groupes d'autodéfense, parce que je dirais que vous avez sans doute qu'il y a les Rougas qui sont nés dans l'Est. Et les Rougas, c'est des associations de Liverpool pour protéger le bétail et puis essayer d'organiser donc une vie autour donc, des pâturages. Et les Rougas sont en train de se muer en groupe d'autodéfense. C'est parti donc de l'Est et les premières apparitions c'était pas à Dori ou à Djibo, mais c'est plutôt dans la zone de Barsalgo. Et lorsque je parlais de ce phénomène-là qui a commencé, il y a eu l'école qui a été incendiée, etc., les Rougas ont estimé que, les éleveurs, en général, ont estimé qu'on les rançonnait lorsqu'ils vendaient leur bétail. Et pendant la transhumance, ils devaient payer des taxes. Ils ont créé leur association. Ils estiment qu'ils se trouvent mieux qu'en étant dans les corps-légaux. La preuve est que lorsqu'il y a eu Yirgou, il y a des corps-légaux qui se sont retournés contre des peuls qui étaient dans les corps-légaux. Alors donc,
ces replis identitaires autour des groupes d'autodéfense est très dangereux. Donc il faut arriver à régler le problème d'ensemble. Mais le problème aussi, puisqu'il s'agit de réfléchir sur l'avenir, si on fait des propositions, je dirais que ce document du ministère que le Dr Seydou a évoqué au début de la conférence, qui parle donc de la fréquence des conflits et puis de la typologie des conflits. Mais à la fin du document, il y a des recommandations très intéressantes sur la justice, sur l'impunité, sur la nécessité d'approfondir. Je crois que nous, on peut beaucoup plus se focaliser sur la nécessité d'approfondir la recherche et puis de créer une structure de veille citoyenne qui puisse être assez réactive. Parce que lorsqu'on va dans les recommandations, c'est pas qu'il n'y a pas eu des études qui ont été faites qui ont dit ce qu'il faut faire par rapport à ceci ou cela, par rapport à la gestion du foncier. Mais souvent, même les lois sont en porte-à-faux avec la réalité. Lorsqu'on dit dans une loi sur la gestion du foncier, comment est-ce qu'on doit attribuer les parcelles à des allochtones, en sachant très bien que lorsqu'on est chez soi, on est autochtone, mais lorsqu'on migre ailleurs, on est aussi étranger et que cela peut poser problème. Je crois que c'est pas à travers des recommandations qu'on peut régler cela. Il faut qu'il y ait une sorte de cellule de recherche et de veille qui puisse approfondir la problématique et puis pouvoir savoir qui est-ce qu'on interpelle. Parce que lorsque Dr Seydou parlait tout à l'heure de Xavier Versailles qui a pleuré pratiquement à la télé pour demander à ce qu'on fasse quelque chose, la peur c'est que les recommandations ne dorment aussi, ne disparaissent du moins à travers les échos emportés par le vent. Je crois qu'il faut peut-être envisager une action, comme déjà des organisations de la société civile qui se sont regroupées autour d'un collectif contre la stigmatisation, ou entrevoir comment est-ce que, en termes donc de recherche et d'interpellation au quotidien, on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas une reproduction de Yirgou, comme je l'ai dit tantôt. Assez souvent, lorsqu'il y a crime, il y a une sorte d'appel donc à la vengeance, et qui peut intervenir immédiatement, comme ça peut prendre aussi des décennies, mais ça va finir par survenir tant qu'on ne trouve pas des mécanismes que l'on va mettre en place. Et je crois que une telle structure pourra peut-être approfondir beaucoup plus la recherche et puis tabler sur les mécanismes. Je crois que si Cyril avait été là, on a du moins déroulé une formation. Voilà, une formation sur les mécanismes traditionnels donc de résolution des conflits. Voilà, les médiations sociales. Et or, on a trouvé que souvent ces mécanismes ne sont pas très opérationnels. Pourquoi? Parce qu'avec les contradictions économiques, les contradictions politiques, on passe outre certaines attitudes sociales qui étaient des attitudes de pacification. La parenté à plaisanterie n'a pas marché à Passa-Congo lorsqu'on avait affaire au Bobo et Peul qui traditionnellement se taquinent. Mais je crois que cela ne doit pas empêcher que l'on puisse travailler à faire que la violence, l'expression de la violence puisse transformer par ces mécanismes-là à une sorte donc de catharsis, comme ces cas de parenté à plaisanterie. Il faut se dire que les groupes qui observent donc des relations d'alliance à plaisanterie ont souvent été des groupes qui se sont combattus pendant longtemps. Les Guerma, par exemple, ceux qu'on appelle dans l'histoire les Aberma, ils ont possédé le pays Gouroussi pendant longtemps. On peut même dire que les Gouroussi ont été libérés par la colonisation de l'emprise de ces guerriers qui effectuaient des razzias pour le compte. Il y a des chefs même qui les ont payés pour aller combattre d'autres. Ils sont revenus encore attaquer même ces chefs-là pour reprendre leur empire. Mais aujourd'hui, c'est la parenté à plaisanterie qui équivaut entre ces deux groupes-là. Parce que quelque part, la sagesse est passée par là. Parce que quelque part, les mécanismes traditionnels ont fonctionné. Et je crois que ce sont sur ces mécanismes-là, il faut voir comment est-ce que l'opérationnalisation peut se faire, et je crois que le rôle de la recherche c'est de travailler à cela plutôt que de penser que avec de simples recommandations on pourra faire bouger le politique. Merci pour tout cela. Je voudrais, avant que le professeur ne dise ses recommandations, indiquer une chose. Moi, je suis partisan du fait que le pouvoir n'est pas conscient. Je l'ai déjà indiqué. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il y a du pouvoir supposé là-bas, mais si les gens de là-bas ne le prennent pas, il faut que le prennent là où il y a du pouvoir supposé ailleurs. Les chercheurs ont du pouvoir, les hommes des médias ont du pouvoir, les intellectuels ont du pouvoir, les opérateurs économiques, les autorités religieuses, ainsi de suite. Pourquoi j'indique cela? Parce qu'il est extrêmement important que chacun prenne
prenne sa part. Et que c'est comme cela qu'on va construire une stratégie d'intelligence collective qui permette de soulever le corps social pour faire face aux défis. Professeur, vous avez la parole pour vos recommandations. Donc bon, moi j'ai juste une recommandation bien ciblée, puis peut-être 2 ou 3 commentaires. Donc la recommandation, c'est depuis que ce genre d'événement a lieu, est-ce qu'on peut faire le bilan judiciaire? Je pense qu'on peut fouiller dans les actes pour voir quels ont été les dénouements judiciaires et éventuellement quel est l'impact sur le terrain de ces décisions judiciaires et éventuellement les commenter. Bon, le commentaire que je vais faire, commentaire, mais c'est pas une proposition à proprement parler, c'est la question il faut qu'on apprenne à sublimer le martyr. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les chèques à encaisser, des choses comme ça. Il faut qu'on sorte de ce mécanisme. Parce que depuis le Forum de réconciliation nationale en les années 92 et au Journée nationale du pardon, après la séance de Norbert Zongo, on a distribué de l'argent à des familles, etc. On a vu que ça n'a rien apporté, ni dans l'extirpation de l'idée de la violence dans l'esprit de ceux qui ont la force, ni dans la réconciliation à proprement parler. Donc il faut qu'on sorte, c'est vrai que nous sommes pauvres et que les gens ont besoin de l'argent ça sert toujours, mais il faut qu'on essaie de sortir un peu de ces histoires de chèques à encaisser, etc. systématiquement, qui plombent parfois et peut-être les actions judiciaires parce qu'on n'a pas les moyens, etc. etc. L'autre élément dans le cadre de la consistance je parlais du débat public qui est une de mes cibles de réflexion aussi, c'est au début j'ai parlé de l'aventure intellectuelle. Il faut qu'on fasse la promotion de la prise de parole. Et j'ai dit, l'intellectuel, ce n'est pas lié au diplôme. N'importe qui a du savoir formel ou informel a une substance intellectuelle, c'est une fonction d'abord. Si aujourd'hui je parle de biologie, je viens en tant qu'expert, je parle de ma biologie. Mais si je viens parler de ce qu'on parle de contribution, de constitution, de quoi que ce soit, c'est une fonction intellectuelle. J'incarne les deux, expert et intellectuel. Expert dans mon domaine où je serai peut-être peu contesté et intellectuel de façon ouverte et libre. Voilà. Donc il faut qu'on essaie de promouvoir ces deux, parce qu'actuellement dans le débat, dans le paysage médiatique, c'est l'expertise qui est promue. Donc ça fait que sur des sujets où on a besoin juste de la capacité générique de réflexion, il n'y a pas de risque. On se retrouve, comme je dis à certaines occasions, on est toujours coincé en attendant des réponses expertes à des problèmes qui sont mobiles, dynamiques, originaux, etc., etc. Donc il faut qu'on rééquilibre les débats publics et qu'on pousse évidemment les gens à prendre la parole. Pour cela, il faut évidemment que le paysage s'y prête. Normalement, en matière de prise de parole, on n'a plus de difficultés. C'est la qualité des interactions qui bloque certains. Et sur ça également, on peut aussi travailler. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Et nous autres, on est là-bas. Je suis sur Facebook malgré mon âge et tout ce qui s'ensuit. On m'insulte. On nous insulte. Mais il y en a aussi qui vous encouragent. Il y en a aussi qui vous, après des insultes, qui vous disent faites tout pour ne pas quitter parce qu'on a besoin de vous sur Facebook. Donc il faut qu'on prenne le risque et le courage d'y aller. On prend les coups, mais quelque part, il y a aussi quelque chose qui remonte le moral. Et évidemment, je suis parfois désespéré de constater que les jeunes de ma génération, beaucoup ne maîtrisent pas évidemment l'outil, mais beaucoup d'intellectuels, je parle en termes du niveau d'instruction, ne veulent pas se hasarder parce qu'ils ont cette impression de se dégrader quand vous discutez avec quelqu'un qui ne semble pas comprendre grand-chose. Mais c'est ça aussi, c'est le public qui est comme ça, c'est le peuple qui est comme ça, entre guillemets. Le peuple, ce qu'on appelle le peuple au nom duquel on parle, c'est lui qui est comme ça. Donc il faut qu'on fasse avec. Merci beaucoup, professeur. Sur l'intellectuel, juste pour distiller encore notre réflexion, je l'ai écrit et je l'ai souvent dit, l'intellectuel pour nous c'est 3 choses. C'est de l'intelligence portée par une éthique au service de la communauté. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, ça n'a rien à voir avec les grades. Si on a de l'intelligence qui est fondée sur une éthique au service de la communauté, nous sommes un intellectuel. Et je veux tenter une synthèse qui va être un peu longue. De quoi Yirgou est-il le nom? Le drame de Yirgou, le pogrom de Yirgou est le nom de l'ignorance. De l'ignorance crasse, de l'ignoble banalisé, de la xénophobie refoulée, mais aussi, pour parler comme Kizerbo, du méga mensonge que nous nous répétons tous les jours, à savoir que nous sommes un peuple de tolérance, nous sommes bien, il y a la parenté à plaisanterie,
nous on est des frères, tout se passe bien chez nous, nous sommes les mêmes, nous sommes beaux, nous sommes bien. On se répète ça toujours. Comme on a dit le terrorisme au Mali, oui, au Niger, oui, mais Burkina Faso quand même, c'est pas possible. On est en plein dedans. Moi-même, j'ai écrit sur l'insurrection qu'on a pu faire 2 insurrections en un demi-siècle dans notre pays parce que le paramètre ethnique et le paramètre régional n'est pas aussi prégnant dans la compétition politique et dans l'espace public. Et je le répète toujours. Si vous connaissez la Guinée-Conakry, si vous connaissez le Bénin, si vous connaissez la Côte d'Ivoire, les cassures religieuses, les cassures ethniques, les cassures régionales sont bien plus fortes dans ces pays que chez nous. Ça, c'est la comparaison spatiale. Mais la comparaison dynamique montre que la cassure aujourd'hui, chez nous, elle est grave par rapport à ce qu'elle a été il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière. Donc nous sommes dans quelque chose de grave, qui est que des mythes qui ont été très importants pour nous permettre de vivre ensemble hier semblent épuisés. La parenté à plaisanterie, si on continue de répéter ça seulement comme du folklore, ça ne va rien faire. Il faut réarmer ça. Au besoin de créer d'autres choses. La parenté à plaisanterie a été créée par des gens pour la nécessité de vivre ensemble. Il me semble que nous avons appelé ici, documenté ici, une haine durable, persistante, que des nuits de sommeil n'arrivent pas à apaiser. Une violence incroyable avec un personnel de violence armé qui parade, y compris quand l'autorité supposée suprême passe. C'est extrêmement grave. Nous avons documenté un vide d'État, un État mauvais. Mais on n'a pas d'autre choix que de construire l'État. Yirgou est le nom de tout cela. Yirgou a occasionné des réponses que je pense être de très belles réponses provisoires. Il y a une indignation collective qui s'est levée, qui montre que nous sommes des hommes. Parce que, imaginez qu'on n'ait pas eu cette indignation. Qu'est-ce que nous dirions ce soir? Je considère que, après cette indignation, il y a eu des réponses humanitaires. Tout cet élan formidable de solidarité, de nattes données, de sel donné, de sucre donné, de riz donné, c'est important. Quand on a un grand brûlé, il faut le mettre dans quelque chose qui lui donne un minimum de confort pour tenir sa douleur. Il faut soigner l'humanité en souffrance à Yirgou. La réponse humanitaire est très importante. Il faut qu'elle continue sur les prises en charge psychologiques, communautaires, d'insertion, réinsertion socio-économique plus tard. Ce sont des réponses importantes. Il y a un défi sur lequel il y a eu des engagements très intéressants d'acteurs de la société civile qui sont pris. C'est le défi de la justice. Je pense que c'est un mot qui est revenu ici. Nous sommes un pays où la justice n'existe pas. Il y a des magistrats, mais il n'y a pas de justice. Et Yirgou est le moment de refonder la justice. Au-delà des pactes, des signatures, de quoi, il faut qu'il y ait la justice. Parce que la justice participe à la lutte contre l'impunité et au fait donc que ça ne se reproduise pas. Je suis économiste. Les économistes sont très pessimistes sur l'humanité. Hein. Les gens sont droits parce que ça coûte cher de ne pas être droit. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas droit et qu'on vous tape dessus, ça coûte très cher d'aller à la Mako et tout. Donc il faut taper quand les gens ne sont pas droits. Mais il ne faut pas seulement taper. La justice, ce n'est pas seulement taper. Il y a eu un troisième temps indispensable. Il doit y avoir cela. De la sensibilisation, de l'éducation, pas sur du mensonge, pas sur des vérités faciles, on est les mêmes, on n'est pas les mêmes, nous sommes différents. Nous avons à construire la rencontre des différences dans notre pays pour la fortification de l'ensemble. Et ça, c'est de la peine. Et ça, c'est de la production de culture, c'est du travail quotidien. Donc, ceux d'entre nous qui sont engagés sur ce troisième front de sensibilisation, éducation, doivent davantage continuer leur travail. Il y a un quatrième front. Je regarde ma grande sœur Odile Sankara ici pour dire ce front. Où sont nos acteurs culturels? On a besoin de produire de la culture pour soigner cette humanité en souffrance. Il faut que nos acteurs culturels, que nos artistes, nos comédiens, nos intellectuels de la culture nous disent ce qu'on doit entendre, touche nos cœurs, nos esprits, pour qu'on se guérisse progressivement de cela. Le dernier acteur, enfin, le rôle des chercheurs. Là, nous, on prend notre engagement.
on a fait notre petite complicité à Free Afrique, on a élargi avec les collègues. Nous avons mis en place un programme de recherche depuis 2 semaines qui s'appelle le programme YIRGU, qui est un programme de recherche interdisciplinaire. On espère que les collègues ici vont y participer, que d'autres collègues vont y arriver, qui consiste pour nous à comprendre beaucoup plus en profondeur ce qui est arrivé. Parce que vous avez compris tout à l'heure que l'ensemble des collègues ici, ce qu'on a essayé, c'est une approche préliminaire, hypothétique de discussion, qui est un peu éclairante, mais je pense que le plus important que nous avons indiqué ici, c'est qu'il nous faut travailler pour comprendre davantage ce qui est arrivé à YIRGU, et ce qui est arrivé avant YIRGU, et ce qui pourrait arriver surtout. C'est notre biais à Free Afrique, pour conjurer cela. On est dans quelque chose qui nous empêche tous de dormir. Ce n'est pas le président Kaboré seul qui n'a pas dormi. Parce qu'en réalité, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si nous dormons, lui, il ronfle. Si nous sommes dehors, il ne dort plus. C'est ça l'enjeu. Vous avez bien compris qu'est-ce qui s'est passé pour que le 5, de façon précipitée, il court là où il a couru. C'est cela la réalité. Donc, je remercie les collègues qui sont arrivés. Il y a des remerciements que je n'ai pas bien faits. J'ai commencé par la charité en pensant à mes collègues. Je n'ai pas dit l'excellent partenariat qu'on ouvre avec Savan FM qui est en train de filmer, qui est en train de capter les audios, qui vont les monter. Donc ceux qui sortent les petits bouts de phrases qu'ils mettent sur Facebook, moi j'ai très peur de ça. Il faut expliquer aussi sur Facebook que ce week-end-là, Savan va passer l'intégralité des propos des collègues ici, que donc ça va être mieux compris que les bouts de phrases que vous avez expliqués sur Facebook. Donc je salue Savan FM, je salue Charlemagne Abissi en particulier. Ils ont fait un énorme travail de venir nous voir à plusieurs reprises, de venir câbler ici. On était tous ici encore pendant des heures, il y a 3 jours, aujourd'hui encore pendant des heures pour faire ça. Je vais saluer le travail de Daouda Ouattara qui a fait un excellent travail avec nous. Et puis la scénographie ici, c'est plusieurs personnes, dont Daouda Ouattara, Dr Assablga, n'est-ce pas? Et puis d'autres également, comme l'équipe de Charlemagne. Je ne connais malheureusement pas les noms qui ont regardé pour dire il faut mettre un livre ici, il faut faire ci, il faut faire ça, et ainsi de suite. Et d'autres techniciens, qui est notre ami camerounais, qui nous suit également avec sa sono ici, depuis. Avant de donner la parole à une série de personnes à qui je vais demander d'être bref, d'être 1 minute et demie, 2 minutes maximum, pour une série d'interventions, je vais parler du professeur Ibriga qui, n'étant pas là, est reparti pour une urgence, a expliqué que j'avais un mandat de le remplacer et je décide de façon démocratique que c'est mon doyen Jacques Guégané qui va parler à la place du professeur Ibriga en 1 minute et demie pour nous dire, le grand poète, qu'est-ce qu'il pense de tout ce que nous venons de dire. Il y a également Maître Farama Ambroise parce qu'il est avocat des victimes, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui commence à se repérer et que le doyen Ismaël Diallo qui est dans le noir là-bas, mais il faut qu'il vienne un peu plus devant, mon ami Salouka Bourema, Yassine Sanou, je vois le député maire Aziz Diallo, puisqu'il a fait une belle tribune là-dessus, et Abdoulaye Diallo, mon grand frère également, vont prendre la parole en 1 minute et demie. Comment a été le critère de choix de ces personnes? Ces personnes ont soit fait un travail très important dans l'espace public et sont plus ou moins en complicité avec nous, et on a identifié ces travaux, on a pu les appeler, et on a pu leur indiquer comme tel. Et la deuxième raison est aussi le fait que nous avons pensé que ces personnes étaient très pertinentes pour être dans le panel. Mais comme c'est un panel de chercheurs, on a fait avec les chercheurs. Donc on va leur donner la parole tout à l'heure pour qu'elles puissent apporter quelque chose. Donc ces personnes ont eu la complicité d'être appelées quelques heures pour certains, plusieurs jours en avant pour d'autres pour faire ce travail. Donc je vais tout à l'heure leur donner la parole. Je ne sais pas si Da est là pour passer le micro à ces personnes-là. Merci Assablga. Et merci à Free Afrique de l'occasion que vous nous donnez de pouvoir échanger autour de cette problématique. Je voudrais juste compléter que c'est vrai, à YIRGU, il y a eu un double drame. Il y a eu le drame du chef du village. Il y a eu également le drame de la communauté Peul. Mais pour ce qui est du massacre de la communauté, je voudrais préciser qu'à ce jour, en tout cas le collectif a pu recenser et mettre à ma disposition une liste de 76 personnes tuées. 76 personnes. À la date d'hier, on avait 76 personnes tuées. C'est vrai qu'il y a une délégation qui est encore arrivée ce soir, mais je n'ai pas eu le temps d'avoir le point avec donc, cette dernière délégation qui vient d'arriver. Et donc, le massacre de YIRGU, en tout cas, a fait plus de 50 morts, contrairement à ce qui a été annoncé donc, de façon officielle.
Mais nous constatons également qu'à Yirgou, après ce massacre, il y a eu, j'allais dire, l'absence totale de l'État. Parce que durant 72 heures, le massacre a été perpétré, il n'y a eu aucune réaction pour freiner cela. Et nous pensons que cela pose un problème administratif. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il faut constater que bon, la question n'a pas été très abordée, mais il faut que justement on s'interroge. Parce que si on n'identifie pas le maillon de la chaîne administrative et sécuritaire qui n'a pas fonctionné, ça veut dire que si un tel drame se répète ailleurs encore, on risque d'avoir des chiffres, j'allais dire, très importants. Et donc, il faut chercher à savoir ce qui n'a pas fonctionné afin de pouvoir prévenir Yirgou 2, comme il n'y a pas de Yirgou 2. Il y a Yirgou et puis il n'y aura plus rien d'autre. On espère bien qu'il n'y aura plus rien d'autre. Oui. Et au-delà de la question des dysfonctionnements au plan administratif, je pense également que la réaction de nos autorités a été un peu comme une caution morale. Parce que le professeur le disait tout à l'heure, lors de la visite des chefs de l'État, on a pu apercevoir, en tout cas dans les images, des agents du groupe d'autodéfense qui portaient des armes apparentes. Mais je tiens à le préciser, en droit pénal, même lorsque vous aviez un permis de port d'armes, il vous est strictement interdit, formellement interdit de porter une arme de façon apparente dans un lieu public. Si vous n'êtes pas un agent de la sécurité. C'est une infraction. Donc cela ne pouvait pas être admis en présence de la plus haute autorité de l'État. Donc le fait donc d'admettre cela et de pouvoir transmettre ces images-là, c'est un peu comme une caution morale qui leur a été donnée. En plus, c'est que jusqu'à la date d'aujourd'hui, malgré le déploiement des forces de défense, les groupes d'autodéfense sont toujours à Yirgou. Et ce groupe d'autodéfense détient toujours les biens des populations qui ont été chassées. Les troupeaux sont toujours entre les mains des groupes d'autodéfense. Même les négociations afin que les victimes puissent rentrer en possession de leurs biens, absolument rien. Merci. Et jusque-là, rien n'est fait. Donc je pense qu'au-delà de la démission de l'État, il y a un silence complice. Sinon même coupable. Merci beaucoup, Maître Ambroise Farama, avocat des victimes du massacre de Yirgou. Le doyen Ismaël Diallo a la parole. Bon, entre 9h20 et 16h37, 40 aujourd'hui, j'ai reçu la visite de personnes du Gourma, de la Nyanya, des appels téléphoniques d'Arbinda, de Pisila, de Kaya. Et tous ont eu les mêmes mots, pratiquement, qui sont « Aidez-nous, nous sommes au bout. Nous sommes au bout de tout. Nous ne savons plus quoi faire. » Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils pensaient eux faire. Ils ont dit « Mais nous ne savons pas, voilà pourquoi nous vous appelons. » Vous et d'autres qui sont à Ouaga. Je leur ai demandé pourquoi ce qui leur arrive. Ils ont dit, nous ne savons pas. Si vous savez, réfléchissez un peu. Pensez beaucoup et trouvez la raison. Ils m'ont répondu, mais presque tous, les mêmes mots. C'est le mépris, c'est la haine. C'est parce que nous ne comptons pas. Et c'est parce que nous n'avons pas de force. Et j'ai demandé pourquoi on vous méprise, pourquoi vous ne comptez pas, pourquoi vous n'avez pas de force. Est-ce que ça se fait avec les autres communautés? Ils ont dit non, c'est surtout nous ou nous seuls. Alors pourquoi vous seuls? Ah, nous ne savons pas pourquoi. Mais si vous savez pourquoi, pourquoi est-ce qu'on vous hait? Pourquoi est-ce qu'on vous méprise? Pourquoi est-ce que vous ne comptez pas? Silence. Ah, aidez-nous. Comment vous aider? Le problème est vous-même, est en vous-même. C'est à vous de trouver la solution à ces problèmes. Je ne vais pas, j'ai épuisé mon temps,
Je vais dire simplement ceci. Au façon, et même en écoutant les éminentes personnes en face, j'ai réentendu le silence persistant d'appeler les choses par leur nom. Il faut le dire. Et tant qu'on ne le dira pas, tant qu'on continuera à nous mentir à nous-mêmes, nous n'avancerons pas. Comprenons-le une fois pour toutes. Nous prétendons que nous n'avons pas de problème ethnique. Ce sont des problèmes éleveurs-agriculteurs. Ce n'est pas un problème de haine entre Peul et Mossi. Toute la soirée, aucun des intervenants n'a prononcé le mot Mouaga ou Mossi. C'est un lapsus voulu. Pour que le regard ne soit pas orienté vers le Mouaga ou vers le Mossi. Ils vont nier, bien entendu. Vous savez, bref. Alors, encore une fois, ceux qui ne sont pas Peul au Burkina Faso, et surtout les Mossi, doivent à partir de maintenant avoir un autre regard vis-à-vis de leurs compatriotes Peul. Nous continuons à vouloir taire et ignorer, voire même refuser d'admettre que le facteur ethnique a été le facteur fondamental de l'assassinat de Thomas Sankara. Des Mossi ont incité Blaise Compaoré à oublier l'identité Mouaga de Sankara pour ne retenir que son identité Peul et le combattre en tant que tel. Et je le dis parce que Blaise lui-même, à ma table, chez moi, a dit Thomas aime les Peuls. Et quand j'ai été le revoir le lendemain pour parler de ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est les gens qui disent. Je dis non, le verre est déjà rentré dans le fruit. Si tu regardes Thomas maintenant comme un Peul et non pas comme un camarade, eh bien c'est fini. C'est rompu entre vous. Ça c'est un détail parmi plusieurs que ceux qui savent peuvent vous donner. Et lui, Blaise, ne peut pas nier cela. Parce qu'il l'a dit devant moi. Donc, il faudrait que tous les Burkinabés qui ne sont pas Peul changent leur regard. Et chaque jour disent à tous ceux qu'ils rencontrent et qui ont un comportement ou un propos ethniciste ou raciste vis-à-vis des Peuls, qu'ils les corrigent, qu'ils les combattent. S'ils disent, oh, c'est rien, c'est pas grave, ben, continuons de faire semblant. Je suis obligé aujourd'hui de parler en tant que Peul, alors que je n'ai jamais cherché à user de mon ethnie. Mais nous n'avons jamais construit une nation. Reconnaissons-le. Et travaillons-y dès maintenant. Merci. Merci, doyen, de finir par cette exigence de construire la nation. Vous me connaissez, je ne peux pas m'empêcher de réagir. Le doyen Ismaël Diallo est un grand complice. Depuis 5 ans, au moins, nous avons fait de grandes luttes. Chez lui, c'est notre QG de commandement dans la lutte contre le respect, dans le rapport de la Commission de la réconciliation des réformes. Donc, on peut se dire certaines choses. Je crois qu'il est exagéré de prétendre que le panel ici a la volonté de ne pas dire le mot Mouaga. Non. Que vous interprétez les analyses, ça c'est connu. De mon point de vue, j'ai discuté avec mes collègues longuement hier. Il n'y a pas une attitude Mouaga ici qui s'exprime de façon volontaire. Objectivement, vous pensez que moi je suis Mossi, c'est pas vrai. Il y a une grande majorité de notre population qui n'a plus d'ethnie. Moi je suis né à Bobo Dioulasso. Mes parents sont de Wayuguya. Je parle yadré. J'ai réfléchi en djoula avant de parler en français. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Le ministre de la communication de notre pays
n'a pas de village au Burkina Faso, Rémi Dandinou. Et il a dit à Blaise Compaoré un jour qu'il était complètement déstabilisé. Je ne suis pas là pour peindre à noir, je ne suis pas là non plus pour masquer quelque chose, nous sommes des chercheurs. Je crois qu'on se trompe lourdement si nous faisons un appel au peuple. Je crois également qu'on se trompe lourdement si nous ne disons pas que c'est un pogrom anti-peul. Mais, si moi en arrière, on aurait pu parler de Bissa ici. Parlons de nos minorités écrasées. Et à Yirgou, c'est les Peuls qui ont été écrasés. Là, nous sommes sur un pied de rassemblement de l'ensemble de la nation. Je suis tout à fait d'accord avec le doyen quand il ouvre sur la construction nationale indispensable. Nous n'avons pas de nation. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais si nous appelons des électeurs ethniques, nous n'en construirons pas. Je le dis parce que dans notre scénario de stress test, ça c'est la dérive qui est apparue évidente à notre analyse, à savoir une dérive d'un parti ethnique, d'un vote ethnique, d'un repli cimenté sur des communautés supposées. Je n'occulte aucun problème. Et ce n'est pas le cas, me semble-t-il, la table. Mais je suis en train d'expliquer qu'on ne doit pas être poussé par ce massacre à nous cimenter dans nos différences. Le Salouka Bourama a la parole et puis Yassine Sanou a la parole. Sur Salouka Bourama et Yassine Sanou, je vais dire quelque chose d'extrêmement grave. Nous, le 24 novembre 2018, l'Institut Free Afrique a reçu des menaces de mort suite à notre travail sur le terrorisme. Le 18 décembre 2018, nous avons reçu des menaces de mort répétées, très claires, suite à notre travail sur le terrorisme. Salouka Bourama et Yassine et d'autres ont reçu des menaces à peine voilées suite à leurs travaux. Ce qu'on appelle l'impératif du débat public appelle également que nous nous préoccupions de la question de la sécurité de ceux qui prennent la parole dans l'espace public. Nous, on a très peur, mais en Afrique, ce dont on a peur, c'est d'avoir peur. Donc, on ne va jamais lâcher. On ne va jamais lâcher, il faut être sûr de ça. Mais, je suis en train de vous dire que moi, je ne veux plus aller trouver des martyrs à enterrer à Gonguin. Il y a Norbert Zongo qui est là-bas, ça me suffit largement, il y a beaucoup d'autres. Donc j'insiste là-dessus, on est obligé de faire ça, c'est pas normal, mais moi je veux bien entendu dire ça et puis continuer à faire mon travail gaiement et avec d'autres. Salut Kaboureman. Merci beaucoup, Dr Asabga, et bonsoir à tout le monde. Vous nous avez mis dans un carcan de 2 minutes, au-delà desquelles on ne peut pas parler, mais j'aurais voulu relever quelque chose ici. J'espère qu'il y aura d'autres débats sur cette question. Il nous a manqué un historien ce soir. Le côté historique est très important parce que dans tout ce qui a été dit sur ces questions de nationalité, d'ethnie, de nation et tous ces questionnements qui se posent, il y a un fait qui n'a pas été dit. La Haute-Volta, en tant que territoire constitué au fruit du hasard de la colonisation française, aura cette année ses 100 ans. Et si moi j'ai écrit, je n'ai pas écrit parce que il y a une ethnie à défendre. J'ai écrit parce qu'il y a des compatriotes burkinabés qui ont été massacrés par d'autres compatriotes burkinabés et que ça, ce n'est pas la voie pour nous de construire une nationalité, une nation forte en ce moment où l'on dessine ce que moi j'ai appelé le nouveau Berlin de l'Afrique. Pour faire une parenthèse, pour dire qu'il nous a manqué aussi ce soir quelqu'un qui puisse parler de géopolitique. Donc, il est important que nous revenions à l'histoire et que l'on enseigne l'histoire vraie. Et je suis très content de l'idée que vous avez donnée, que nous avons des mythes qui sont usés. Il nous en faut en inventer de nouveaux qui englobent tout le monde pour que nous soyons uniques dans notre diversité et diversifiés dans notre unité. Il y a des artistes avec nous ici, la grande sœur Odile Sankara,
Il y a ceux qui ont travaillé pendant les récréatrales. Il y a eu de vraies choses qui ont été faites. Et comme je suis du domaine de la communication, du domaine des médias surtout, des points ont été soulevés ici sur les préjugés, comment ça se construit, comment ça se diffuse dans le corps social. Nous avons un rôle important à faire de déconstruction, de resocialisation et d'invention d'un nouvel être burkinabé. Et cela, comme vous l'avez dit, nous n'allons pas nous débiner, nous n'allons pas nous défausser, malgré ce que vous avez dit et ce que nous savons. C'est notre responsabilité historique. Et pour l'historicité du Burkina Faso, en tant que communauté de destin que nous voulons unique, dans l'égalité pour tous, nous allons nous y engager. Merci. Merci Salouka. Yassine Samou, qui est à côté de Abdoulaye Diallo. Yassine Samou, qui est un journaliste qui est allé à Yirgou, qui a fait un documentaire que vous pouvez voir sur le site Omega, qui est sur YouTube, qui est allé à Yirgou, qui a fait un reportage là-dessus. Juste pour insister sur une chose particulièrement qui m'a marqué dans les différentes interventions, c'est le fait, et c'est le docteur Yara qui l'a souligné, qu'on parle de Yirgou 1. Beaucoup de gens veulent se voiler la face en disant qu'on n'espère pas. Mais là, le Yirgou 1 n'est pas fini, il faut se le dire. Aujourd'hui, ce matin même, on a des populations donc, qui ont été déplacées à Barcelone, qui ont essayé d'aller récupérer les bétail, qui ont eu maille à partir avec des groupes de défense. Il y a 5 nouveaux-nés sur le site de Bassalogo qui sont orphelins de père. C'est tout cela qui ressort et qu'on doit gérer comme caractère factuel de Yirgou. Bien sûr, il y a tout ce qui a comme caractère sociologique qu'il va falloir repenser. Mais déjà, il y a ce qu'il faut gérer pour éviter tout ce qui est comme velléité de représailles, tout ce qui a comme velléité de vengeance et qui dénote quelque part de l'absence, au-delà de la nation à construire, de l'absence d'une autorité d'État dans la zone. Et je pense que c'est en cela que je voulais axer mon intervention. C'est véritablement, on l'a souligné dans nos différentes productions, c'est ce maillage qui n'existe pas sur le plan sécuritaire, qui laisse libre cours aujourd'hui pour traverser de Yirgou à Gasseliki, là où il y a eu l'attaque terroriste, jusqu'à Arbinda. Nous avons été escortés par des groupes d'autodéfense Koroluego. Nous n'avons pas rencontré un seul policier ou un seul gendarme pour nous demander qui nous sommes. C'est la réalité de ce que nous avons vu sur le terrain. Et donc, lorsque nous allons poser le débat également sur ces groupes de défense, il va falloir poser le débat sur la réalité de notre maillage sécuritaire sur le territoire national. C'est juste sur ces deux points que je voulais intervenir. Merci Yassine. Abdoulaye Diallo a la parole. Merci beaucoup. Je suis toujours un peu gêné depuis plusieurs années sur ces questions, parce que étant moi-même Paul. Mais je pense que on a été aussi tous choqués, comme tout le monde qui réagit enfin. Enfin, parce que on parle de numérique, enfin il y a un drame où c'est tellement grave que humainement, même si on n'est pas Peul, on se sent comme ça. Mais nous, pendant longtemps, on était gênés. Je pense à Newton Ahmed Bari, à l'événement, je pense à Kankouna Deni. Moi, c'est le premier fait qui m'a marqué. Je me rappelle, juste pour qu'on comprenne dans quel état d'esprit on peut être à un moment donné. Un Peul du Mali qui vient rendre visite à une famille Peul installée dans la zone, mais qui est très portée sur l'alcool. Donc il fréquente beaucoup plus les jeunes du village et tout ça. Et dans les alcools, une bagarre se déclenche. La mort d'homme, c'est-à-dire que le Peul du Mali, qui est étranger en fait, qui est même un peu boudé par sa famille, qu'il a reçu parce qu'il était trop porté sur l'alcool. Donc, ils se battent et il y a mort d'homme. Il va se livrer à la gendarmerie. Dans un état normal, c'est fini. Le coupable est allé se livrer à la gendarmerie, ça s'arrête. Non. Vous savez ce qui s'est passé? Réaction. Groupe d'autodéfense encore. Dozo. Aggravé par les Dozo. On a massacré une dizaine de Peuls, dont des vieux de plus de 70 ans. Mais deuxième fait, plus grave. La première rasade, pour ainsi dire,
Peut-être il y a une dizaine de morts, je ne me souviens plus du nombre. Les Peuls ont fui. Ils ont essayé de revenir enterrer les morts. C'est pendant qu'ils enterraient les morts qu'il y a eu deuxième massacre, il y a eu plus de morts. Parce que là, ils étaient regroupés. Pourquoi? On n'a rien dit. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais posé la question à des gens, un regroupement que je ne vais pas nommer, mais des gens que moi je considère comme des défenseurs des droits humains, des gens d'essayer de... Ah, que les peuples là même, ils sont pas simples. Je vous dis, et pour peut-être rassurer tout le monde, même certains intellectuels peuples m'ont dit, nos paroles aussi ne sont pas faciles. Ça aussi, je le mets dans le débat. Ça, je sais pourquoi. J'ai compris souvent comment la politique couvre beaucoup de choses et aggrave des situations. Ça a continué. Et chaque fois, les médias ont camouflé conflit agriculteur-éleveur. Conflit agriculteur-éleveur en oubliant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ethnie qu'on peut seul assimiler être éleveur. Que la plupart des peuples ont perdu leur bétail et qui sont des prestataires pour des propriétaires qui ne sont pas forcément peuples. Mais tout le temps, conflit agriculteur-éleveur. Conflit intercommunautaire. Non, ça a glissé. Et là, je suis d'accord, je comprends la réaction du doyen. Pour moi, c'est une invite à faire attention. Parce que vous ne discutez pas. Parce que vous n'êtes pas interpellé. Parce que nous avons le malheur d'être quelque peu visibles. Et donc les gens nous interpellent, les gens nous appellent. Ils nous partagent leurs préoccupations. On est obligé d'en tenir compte. Le problème a dépassé un certain niveau. Et pour ajouter au débat, je dis c'est tellement grave. Quand j'ai vu le reportage que j'ai vu, le chef Kolgoyogo, un Bamogo, un forgeron. Vous imaginez? C'est un forgeron, chef Kolgoyogo, qui va s'attaquer à des poules. Est-ce qu'il sait qui il est? C'est ça l'élimination. On ne connaît même plus qui on est. Comment un forgeron, Bamogo peut aller attaquer quelqu'un qu'il est censé protéger. C'est d'autres qui doivent attaquer le peuple et dès qu'ils arrivent chez lui, c'est fini. On ne l'attaque plus. C'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà la société, comment on a transformé notre société. Dans notre histoire, quelqu'un a parlé d'évoquer les historiens. Oui, mais un peuple a été mort là-bas. Vous avez oublié ou quoi? Un peuple a été mort là-bas. Comment un peuple peut être mort là-bas pendant longtemps? Vous savez dans quel niveau ils avaient atteint, dans quel niveau de vivre ensemble ils étaient, pour qu'un peuple, pour que la royauté ne se désintègre pas, soit mort là-bas. Dans l'histoire récente de ce pays, des gens ont été présidents sans être moussis. La Misana, Zerbo, tous. Moi, je suis d'accord avec le doyen. Il faut qu'on mette, qu'on dise qu'à un moment donné où on a commencé à corrompre même les moussis. À un moment donné, on a commencé à construire une idée. C'est à vous les chercheurs de creuser. Une idée du Mossé du centre. C'est même pas Moussi, hein. Mossé du centre. Un moment où un dirigeant ou un régime impopulaire s'est assis son pouvoir sur la royauté et sur particulièrement les bonnets rouges. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ça? Et notre complicité à tous, parce qu'on refuse de nommer les choses, on laisse intellectuels qu'on est, les pays sont ceci, les ci sont cela, et voilà où ça nous amène. Je voulais donc ajouter ça pour dire qu'il y a vraiment une aliénation aggravée de manipulation politique. Parce qu'il y a des politiciens aussi, avec nos discours qui nous disent les peuples n'ont pas de carte d'électeur. Ils n'ont pas un poids électoral. Donc quand on fait le discours, on fait beaucoup plus attention aux autres qu'à cette ethnie, quand on traite un peu de disperser, et donc il n'a pas un poids électoral. Donc je peux comprendre l'attitude du chef de l'État, que je condamne, je trouve inadmissible. Il est parti à Yirgou, pour moi il n'avait que deux actes à poser. Il avait à visiter la famille du chef assassiné et les victimes de Yirgou. Il n'avait pas à faire de meeting, il n'avait pas à raconter qui que ce soit, encore moins permettre à des Kolgogo d'être armés dans le public. Il n'avait pas à faire ça. Et pour moi, ça a beaucoup renforcé ma colère et donc mon indignation. Et j'ai décidé j'ai toujours agi, je n'ai jamais considéré une ethnie. Je n'ai jamais agi parce que c'est si. J'agis parce que l'État, le pays, l'Afrique, je suis même pas africain, est menacé. Mais j'ai été obligé à un moment de le dire. Dans ça là, je suis quand même obligé de donner des réponses à ma communauté. Je suis obligé de dire, mais attends, si les terroristes là, ceux qui étaient venus assassiner le chef, c'était une autre ethnie, est-ce qu'on allait voir ça? Je me pose la question. On n'est même pas sûr que c'était des Peuls. Oui, mais bon, mais on a dit que c'était des Peuls. Voilà ce que je veux dire, on a dit. Si
Si on avait dit que c'était une autre ethnie, est-ce que les gens allaient réagir de la même manière? Est-ce qu'on allait le massacrer autant sur plusieurs jours? Je me pose la question. Je suis obligé de me poser la question. Par rapport à tout ce que je vis, par rapport à tous les retours d'informations que j'ai, je suis obligé de me poser des questions. Quand des gens disent au docteur Odoyen qu'on ne les considère pas, ils sont pour rien, et c'est la haine, mais c'est une réalité. Est-ce qu'ils vont inventer ça comme ça? Non, il y a un problème qui est là. Il faut qu'on le nomme, et donc on comprenne, on prenne conscience qu'on a failli à tous les niveaux. Et je vais terminer sur la solution. Pour moi, ça prend du temps de sensibiliser, ça prend du temps de donner des informations. Mais par contre,